Bonjour, aujourd'hui je vous propose une petite marche au bord des berges et en même temps je vais vous parler du renouvellement de notre moto. Donc comme j'ai fait, ça fait suite à la première vidéo où je vous ai parlé de notre déplacement à Boaké pour acheter une moto. Et au cours de ce déplacement on a acheté une moto dans une caisse. Donc bon là j'en profite, hein, comme on est au bord de l'eau là, je vous montre un petit peu donc actuellement, le niveau de la lagune, là, il baisse dans l'année en fonction des pluies. Et là, le niveau est assez bas parce qu'il n'a pas plu depuis un mois, donc l'eau s'est retirée. C'est une petite, comme on peut le voir un peu en Bretagne, ma région natale, où il y a des marées. Mais au lieu que ce soit des marées journalières, là, c'est plutôt des marées avec des cycles plutôt mensuels, quoi. Et là, le niveau de l'eau est quand même bas. Il a baissé au moins d'1 mètre ou 1,50 m. Et donc en revenant là pour l'achat de la moto, euh, on est donc allé à Boaké pour acheter une moto. Et bon, le but c'était, je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, c'était d'avoir une moto moins chère, d'avoir le choix et d'avoir les papiers rapidement. À Boaké, on s'est rendu compte que on pouvait pas avoir les papiers rapidement. La loi avait changé. Tu peux plus circuler avec une moto avec des papiers temporaires. Il te faut la plaque d'immatriculation. Donc ça rendait quasi impossible d'acheter une moto parce que si j'achetais une moto, j'étais obligé de revenir avec la moto et j'ai 400 km à faire et j'aurais été arrêté des dizaines et dizaines de fois par la police et j'aurais été obligé de négocier chaque fois. Et dans le meilleur des cas, j'aurais juste payé de l'argent, mais probablement ça aurait fait une grosse somme le temps d'arriver. Dans le pire des cas, ils confisquaient ma moto. Donc on a choisi d'essayer d'acheter une moto en boîte. Voilà. Donc parce qu'elles sont importées de Chine, elles arrivent donc en boîte démontées, elles sont montées sur place les motos. Donc on s'est dit bah c'est l'occasion d'apprendre quelque chose. On va acheter une moto et on va voir ce que ça donne. Donc la moto on l'a achetée à Boaké et après il fallait faire venir en autobus. Donc on allait au terminal TSR, c'est l'autobus qu'on avait pris pour l'aller et on a discuté avec la personne qui gardait les bagages et puis on n'a pas eu trop confiance. On lui a demandé combien ça allait coûter de garder nos bagages, il n'a pas voulu nous répondre. On est allé voir au guichet TSR, ils nous ont dit qu'ils n'étaient pas responsables des bagages volés. Alors ça nous inspirait pas trop confiance. On a apporté la moto chez nous à l'hôtel et le matin juste avant de partir, on l'a apporté donc au terminal TSR. Et bon là on a discuté avec la personne qui gardait les bagages. Donc maintenant on n'avait plus de deal à faire avec lui puisque on attendait juste le départ de l'autobus. Donc après discussion avec lui, je pense qu'il n'y avait pas de mauvaise intention de la personne qui gardait les bagages. Et si j'ai à le refaire, je pense que j'aurais pas peur de laisser les bagages. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la personne est réellement employée par la compagnie donc d'autobus, TSR, mais il n'a pas le droit de faire payer pour garder les bagages, quoi. Et donc, quand on lui demande un prix, il peut pas dire un prix. En gros, on laisse la moto, puis le matin, on, quand on arrive, eh ben, on lui donne un peu d'argent, quoi. Et nous, on a cru que c'était pas un employé de TSR, qu'on risquait de perdre nos bagages. Mais je pense pas qu'il y ait trop de risques, honnêtement. C'est comme ça que ça se passe en Afrique. La compagnie d'elle-même dit elle veut pas assurer s'il y a des vols, mais en fait, il y a pas réellement beaucoup de risques de vol. Donc, la prochaine fois, j'aurais pas peur si j'ai un autre achat à faire d'apporter directement mon bagage chez TSR. Voilà. Donc, on a pris l'autobus, donc chez TSR, donc, ils avaient deux types d'autobus. Ils avaient un autobus qu'ils appellent rapide, là, express. Ils appellent ça un VIP. Et puis cet express partait aux alentours de 8 heures le matin. Puis il y avait un autobus qui partait, je crois, 1 heure et demie plus tôt, 6 h 30, et qui s'arrêtait, qui faisait des arrêts un peu partout, tandis que l'express, je crois, faisait qu'un seul arrêt ou zéro arrêt. Et donc il coûtait 1000 francs plus cher, mais il mettait en gros, je crois, c'est 2 heures de route de moins. Donc on a décidé de prendre le VIP à 8 heures. Par contre, ce qu'on nous avait pas dit, c'est que le VIP s'arrêtait à Yopougon, il n'allait pas jusqu'à Adjamé. Et nous, on avait un transfert à faire, et c'était à Adjamé qu'on devait le faire. Donc ça, on l'a appris à nos dépens. Et
Donc ce qui fait, c'est qu'on est allé, on a pris l'autobus VIP, on est arrivé à Yopougon, il devait être, je sais pas, 11 h au midi. Et en arrivant à Yopougon, bah, il fallait qu'on prenne un autobus pour aller à Djamé. Donc c'était compris dans le billet. Mais en gros, on était obligé d'attendre dans le terminal TSR et on prenait l'autobus du matin de 6h30. Donc, qui avait mis 2 heures ou 3 heures de plus pour venir. Mais nous, on était obligé de l'attendre pour le prendre pour aller à Djamé. Donc au final, on aurait mieux fait d'aller le prendre à 6h30 parce qu'on n'a pas eu de changement d'autobus. Parce que lors de ce changement, ben, ça oblige à manipuler la caisse. La caisse, on est obligé de la sortir de l'autobus et de la remettre dans un autobus et de surveiller. Et puis bon, il y a toujours beaucoup de monde qui passe, il y a beaucoup dans les terminaux de bus comme ça. Et donc si on peut éviter ça, on évite quoi. On évite de prendre 36 autobus. Mais bon, on a fait une erreur. Donc on a pris un second autobus, on est allé à Djamé, donc c'était payé par TSR, hein, c'est la même compagnie qui faisait une liaison qui permettait aux gens d'aller à Djamé. On est arrivé à Djamé, il a fallu qu'on prenne une autre compagnie. J'ai oublié le nom de la compagnie. Je le mettrai en commentaire, je demanderai à Anna de me dire le nom de la compagnie. Parce que c'est important pour la suite. Et cette compagnie, donc on a été obligé de prendre un transport, donc des gens avec une brouette là qui ont porté la moto dans la caisse pour aller jusqu'à l'autre compagnie. Et donc bon, ça a coûté 2000 francs, je crois. Donc c'est pas très cher, mais il faut toujours, ça perd du temps à négocier. Faut bien surveiller quand même parce qu'à Djamé c'est quand même le quartier le plus chaud d'Abidjan. On est allé prendre une autre compagnie qui nous avait dit par téléphone qu'ils avaient des départs tous les heures pour aller dans notre direction vers San Pedro. Et bon, en fin de compte, c'était faux. Ils n'avaient pas des départs tous les heures. Ils avaient un départ ou deux dans l'après-midi. Mais bon, on est rentré dans l'autobus. Bon, d'abord, il y a eu des problèmes parce que l'autobus était la soute à bagages était pleine. Il n'y avait pas de place pour notre colis. Et donc ils ont essayé de nous arranger, ils ont enlevé des colis, ils ont mis dans l'autobus pour mettre notre moto dans la soute à bagages. Donc il a fallu négocier le prix. Initialement, ils ont demandé, je crois, 30 000 francs. Et ça nous a coûté finalement que 10 000. De Boaké à Abidjan, on avait payé 10 000 aussi. Donc au total, ça fait 20 000. Parce que ça, c'est l'autobus pour faire Abidjan-Lauzois. Et d'ailleurs, une petite parenthèse, on aurait pu probablement, il semblerait qu'il y ait un petit autobus qui est direct de Boaké à Lauzois. Donc la prochaine fois, si on veut racheter une moto, c'est plutôt cet autobus qu'il faut absolument trouver parce que bah, ça évite des transferts d'autobus en autobus, enlever la boîte, remettre dans l'autobus et négocier plusieurs fois les tarifs, quoi. Parce que ça, c'est une spécialité en comment ça s'appelle en Afrique, on peut jamais savoir les tarifs des bagages à l'avance. Même si tu téléphones à la compagnie, ils savent très bien ce que c'est une boîte pour une moto, ils en voient souvent. Ils savent le poids aussi, ça fait à peu près 100 kilos. Ils peuvent jamais te dire le prix. C'est à toi de négocier chaque fois que tu arrives dans un autobus. Donc tu es bloqué avec ta boîte, tu n'es pas en bonne position pour négocier. Mais ça se passe quand même, je dirais pas, ça se passe quand même généralement très bien. Je me souviens de la compagnie, c'est CA Trans. Voilà, CA Trans. Donc on a embarqué nos colis. J'ai pu prendre l'autobus, on a attendu longtemps, hein, au moins 2 ou 3 heures. Quand l'autobus a démarré, eh ben, ça c'est, on était qu'à moitié plein. Alors je me suis dit que c'était sympathique. On avait de la place dans l'autobus. Et puis on a commencé à partir dans Adjamé. Puis Adjamé c'est toujours l'embouteillage. Il faut quasiment une demi-heure, 1 heure pour quitter Adjamé. Et au bout de 15 minutes dans les embouteillages, j'ai vu l'autobus faire demi-tour et il est revenu au parking pour recharger d'autres personnes. Ah, ça, tu vois ça qu'en Afrique aussi. Et donc cette fois, ils ont chargé l'autobus, mais à plus que 100%, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait du monde sur les sièges, mais il y avait aussi du monde debout dans le couloir, et puis ils ont mis des bagages du sol au plafond. Et on était vraiment ultra chargés. Et moi, le problème, c'est que j'avais mon moteur qui était pas allé en soute. Il était allé à l'arrière de l'autobus. Puis j'ai vu les bagages s'entasser dans l'autobus. Alors j'ai tout de suite prévenu l'apprenti du chauffeur, hein, attention, il y a mon bagage là.
qui est au fond de l'autobus, et moi je descends à Lauzois, et l'autobus il va à San Pedro, donc moi je descends à mi-chemin. Et donc je savais qu'il fallait que je prenne mon moteur, et s'ils entassent des bagages devant, ça allait poser problème. Le gars m'a dit non, il n'y a pas de problème, c'est bon, c'est bon. Ok. Je me suis dit c'est bon quoi. Et donc quand on est arrivé à Lauzois, bah effectivement, ça a commencé à poser problème. On s'est arrêté, on est arrivé voir prendre la moto qui était dans le coffre, dans les soutes, et donc c'était bourré de bagages, et puis la moto fait 100 kilos. Et ils n'arrivaient pas à l'enlever, donc la personne a dit oh là là là, on pourra jamais enlever ça, il y a des bagages tout autour, faut enlever tous les bagages. Et puis moi j'ai pris les choses en main, j'ai dit non, 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 on va l'enlever. Et puis c'est moi-même qui ai enlevé les bagages. Bon après il m'a aidé, hein. Mais au début si j'avais pas poussé, à mon avis il aurait pas enlevé les bagages. Ce qu'ils font dans ce cas-là, c'est qu'ils vont à San Pedro et sur le chemin du retour ils te déposent au retour les bagages. Mais toi tu es obligé de revenir les chercher et puis il faut coordonner tout ça, c'est très compliqué. Je voulais pas de ça, donc j'ai pris les choses en main. J'ai dit si on va la dégager parce qu'il était seul l'apprenti, la boîte fait 100 kilos, il pouvait pas sortir la boîte seul, il m'a dit. J'ai dit t'inquiète, je vais t'aider à la sortir. J'ai sorti tous les bagages, a mis au moins 5 minutes, sous les bagages, au moins 15 ou 20 bagages, pour pouvoir sortir la boîte. Et après, il y avait mon moteur à l'intérieur. Oh, le moteur à l'intérieur, ça aussi. Tiens, on passe là, en même temps sur le chemin. Je profite pour vous montrer un petit peu. Là, il y a un palmier qu'on vient de couper, là. Il est ici, là, le tronc qui a été coupé, et dans la lagune. Parce qu'on est en train de nettoyer toutes les berges autour, là, pour notre futur lotissement, là. Ouais, les borges ici, elles sont pas encore nettoyées, on voit. Ici, c'est un peu un champ de mine. On est en train de nettoyer toutes les berges. Voilà, donc je reviens à ma discussion. Donc mon moteur était dans l'autobus et donc il y avait des gens qui étaient assis, puis je sais pas combien, hein, peut-être 50 bagages entassés au sol qui permettaient pas d'accéder à mon bagage. Donc là ils ont dit ah non c'est pas possible. Et je dis si bon si on va le retirer. Je dis je suis rentré dans l'autobus, je dis hey, tout le monde descend, j'ai mon bagage à prendre. Les gens sont poliment descendus de l'autobus, il y a au moins 20 personnes qui sont descendues. Et j'ai dit à 2 ou 3 personnes de faire la chaîne pour descendre les bagages de l'autobus. On a mis plus de 20 minutes à sortir mon moteur. On a tout remis les bagages, donc l'autobus a dû rester peut-être 30 minutes arrêté pour descendre, pour descendre mes bagages. Mais j'y peux rien, moi c'était leur mauvaise organisation, j'avais prévenu, j'avais pas envie de courir après mon moteur au risque de ne pas le retrouver. Donc je me suis retrouvé sur le bord de la route, à Lauzois Carrefour, avec mes bagages, et en attente d'une personne qui devait venir me chercher avec un triporteur. Donc Anna avait téléphoné dans l'après-midi pour négocier un prix pour me ramener donc sur notre terrain. Donc j'ai attendu 2 heures la personne. Au bout de 2 heures, il arrive et puis il me dit qu'il travaillait, qu'il n'avait pas le temps de m'amener chez moi, qu'il allait me déposer à Zocos et que je terminerais le trajet en bateau. Donc bien entendu, le bateau allait être à ma charge et donc ça correspondait pas du tout au contrat, quoi. Donc je lui ai dit non, qu'il allait me déposer chez moi et il m'a dit ok, je te dépose chez toi, mais combien tu vas me donner en plus? Donc là, je me suis énervé, je lui ai dit non, allez, je lui ai dit de retourner, de partir, et puis j'ai téléphoné à Joseph, un gars qui avait travaillé sur le terrain, pour nettoyer le terrain. Il est venu me chercher avec son triporteur, et puis il m'a ramené à la maison. Voilà, donc tout ça pour dire que, bon, sur le coup de la couleur, j'avais envie de citer le nom de la personne, mais ça apportera strictement rien, parce que finalement, la plupart des gens qui conduisent des triporteurs se conduisent de cette manière. Donc il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est parce qu'ils sont jeunes, ils n'ont pas d'expérience de la vie, ils savent pas ce que c'est une relation clientèle. La deuxième raison, c'est que ils doivent travailler beaucoup pour gagner de l'argent parce que ils n'ont pas acheté le triporteur là. C'est une personne qui achète le triporteur et qui le remet en location, c'est-à-dire qu'ils donnent une bonne partie de leur gain journalier à cette personne-là. En gros, c'est une somme fixe qui est fixée journalièrement. Souvent, c'est fixé, je crois que c'est de l'ordre de 4000 ou 5000 par jour. Alors, je sais plus. C'est peut-être même 10 000, je sais plus. Enfin bref, c'est pas grave. Il y a une somme journalière qui est fixée. Et donc, eux, ils doivent travailler beaucoup pour arriver à cette somme et travailler plus pour avoir un peu de bénéfice. Et en plus, ils connaissent souvent rien en mécanique. Et donc, il y a beaucoup de casses. Donc, les réparations du triporteur, il faut les reporter
sur la facture du consommateur automatiquement. Donc ce type de transport en général coûte très très cher et puis t'es mal servi. Et c'est pour cette raison que moi j'avais acheté un triporteur parce que ça m'est arrivé, à chaque fois que j'ai pris un triporteur, ça s'est pas toujours très très bien passé. Voilà, tout ça pour dire les gens ils sont pas méchants, hein, c'est un problème de toujours euh, d'éducation, d'expérience, de jeunesse et en gros moi c'est moi qui ai gueulé sur le gars parce qu'il voulait pas faire mon service, mais lui il avait le sourire quoi. Et c'est toujours comme ça, les gens ils ont le sourire, ils font des grosses bêtises, ils ont le sourire, ils s'en rendent même pas compte. Voilà. Euh, donc voilà, tout ça c'est juste pour vous dire, si jamais vous venez en Côte d'Ivoire, bah, méfiez-vous un petit peu des triporteurs. Et puis pour ceux qui veulent acheter une moto en caisse, bah, je leur fais part un petit peu de mon expérience comment ça s'appelle, parce que ça peut être utile pour d'autres personnes. Et je ferai une conclusion sur la dernière vidéo. Est-ce que c'était utile de le faire ou pas? Et donc on en reparlera à la prochaine vidéo. Allez, bonne journée.